Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à un nouveau webinaire du Réseau pour la paix multipolaire. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir le brillant Michael van der Schulenburg, ancien haut fonctionnaire des Nations Unies et actuellement député européen du parti de Sarah Wagenknecht, ce qui signifie qu'il est bien sûr un eurodéputé allemand. Nous sommes également rejoints par le professeur Jeffrey Sachs, à qui revient l'idée d'inviter Michael pour nous parler de l'Europe, de l'Union européenne et des nombreuses failles du système politique du continent. Michael, vous disposez de tout le temps que vous souhaitez pour vos remarques introductives. Dites-nous ce qui vous semble important et ce qui se passe en ce moment. N'hésitez pas non plus à évoquer le 80e anniversaire de l'ONU si vous le souhaitez. Ensuite, Jeff prendra la parole pour ses commentaires. Je vous en prie, la parole est à vous. Oui, laissez-moi commencer par dire ceci. Si vous me demandez où en est l'Europe en ce moment, honnêtement, je ne pourrais pas vous le dire. Je reviens tout juste de Strasbourg, où nous avons eu la session plénière du Parlement européen pendant quelques jours, et je dois dire que c'est un environnement choquant. L'ensemble du Parlement, aussi bien à droite qu'à gauche, est rempli de haine envers la Russie, d'hystérie guerrière et de panique. Ils parlent de gagner la guerre, de l'effondrement économique de la Russie et de choses de ce genre. C'est une atmosphère complètement irréaliste. Et toute personne qui dit quelque chose de différent est immédiatement noyée dans cette panique du « nous devons rester unis, sinon nous allons perdre ». C'est donc une situation très, très difficile. Je pense que ce qui se passe au Parlement est peut-être symptomatique de ce qui se passe dans l'UOPRM et parmi les membres de l'OTAN en Europe. Ce n'est pas nécessairement toute l'Europe. C'est mon impression. Et ensuite, j'aimerais dire quelques mots, Jeff, après ton intervention, sur ce que je pense motiver ces gens. Car au début, cela semble complètement irrationnel. Je veux expliquer pourquoi je pense que c'est ainsi, et ce que cela signifie pour l'Ukraine, et ainsi de suite. Alors, je veux dire, Michael, c'est, je pense, le grand mystère pour nous tous, qui avons vu tant de sorties possibles vers la paix être refusées par les États-Unis. Et puis lorsque les États-Unis semblent laisser entendre qu'ils veulent une sortie, c'est l'Europe qui la refuse. C'est assez choquant. Toi et moi le savons, car nous observons cela de près depuis des décennies, que la guerre en Ukraine était totalement évitable. Elle aurait pu être évitée si les États-Unis n'avaient pas fait pression sur l'Europe pour qu'elle accepte l'élargissement de l'OTAN à l'Ukraine. En particulier l'accord de 2008 lors du sommet de Bucarest, qui s'est tenu sous la pression américaine, où la chancelière allemande Angela Merkel a cédé le deuxième jour et a dit « D'accord, nous promettrons que l'OTAN s'élargira ». Mais elle savait à quel point cela était provocateur. Et ensuite, si l'Europe avait donné suite à cela, à l'accord conclu dans le contexte des manifestations du Maïdan, attisé par les États-Unis le 21 février 2014, lorsque 3 ministres européens des Affaires étrangères avaient en fait convenu avec le président Yanukovych qu'il y aurait des élections dans 8 mois, mais pas de coup d'État, l'Europe a complètement baissé les bras. Puis, en 2015, lorsqu'il y a eu les accords de Minsk pour mettre fin à ce qui était devenu une guerre naissante, ils reposaient sur l'idée d'une autonomie régionale pour la région russophone de l'Est de l'Ukraine, inspirée d'ailleurs du Tyrol du Sud en Italie. Donc, rien d'extraordinaire, juste l'autonomie pour 2 oblasts. Et encore une fois, l'Europe et les États-Unis ont dit « Oui, vous n'êtes pas obligés de donner suite à cela ». Puis, pendant le premier mandat de Trump, les États-Unis construisaient une armée d'1 million d'hommes en Ukraine, la plus grande d'Europe. Une armée qui bombardait la ville de Donetsk, bombardait le Donbass. Et les Russes disaient
écoutez, arrêtez simplement l'élargissement de l'OTAN, appliquez les accords de Minsk. Mais encore une fois, les États-Unis et l'Europe n'écoutaient pas. Et ensuite, l'administration Biden a exhorté l'Ukraine à ne signer aucun accord de paix. Vous avez écrit de manière brillante à ce sujet. Mais Zelensky, d'abord en tant que président élu et maintenant en tant que partisan de la loi martiale, essentiellement un dictateur à mon avis, sous l'égide des États-Unis, pousse à davantage de guerre. Puis Trump arrive, et on dirait qu'il cherche une porte de sortie pour dire « D'accord, arrêtons la guerre, l'Ukraine sera neutre ». Et alors l'Europe s'agite en disant « Pas question, c'est céder, c'est de l'apaisement ». C'est étrange. Nous sommes donc en pleine guerre à présent. L'Europe a rejeté toutes les issues possibles. Depuis 2008, pas d'élargissement de l'OTAN. En 2014, pas de coup d'État. En 2015, appliquer l'accord de Minsk II. En 2022, accepter la neutralité de l'Ukraine. L'Europe, à chaque étape, a été belliciste. Et voyez-vous, pour les politiciens, et c'est ma question pour vous, Michael, cela ne fonctionne pas politiquement pour eux. Regardez Starmer au Royaume-Uni. Son taux d'approbation est de 20%, son taux de désapprobation de 80%. Regarde Macron, ces chiffres ne peuvent même plus baisser. C'est une erreur statistique. 13% l'approuvent, 87% le désapprouvent. 13% sont d'accord sur quoi que ce soit dans notre univers. Puis tu regardes Merz, sa cote de popularité s'effondre aussi, elle est dans les 30%. Enfin, elle était plus haute que les autres. Non, elle est maintenant en dessous des 30%. Et tu sais, c'est très rare en Allemagne que ça arrive. Alors la question est, quelle est la motivation ici? Ce n'est pas de la politique populaire. Ce n'est pas le public qui dit « nous voulons la guerre », n'est-ce pas? Est-ce le complexe militaro-industriel? Quelqu'un m'a envoyé une brillante analyse sociologique, l'appelant la classe armée. Ce sociologue en Italie disait que c'est une sorte de lutte des classes. C'est la soi-disant armée professionnelle, ou l'armée qui fait de l'argent. Est-ce cela? Ou bien ces dirigeants ne savent-ils tout simplement pas quoi faire? Ils ont complètement oublié la diplomatie. Ils ont vraiment peur. Alors qu'est-ce qui motive tout cela? Tu vois ça tous les jours, Michael, et tu en es le meilleur analyste. Que se passe-t-il en Europe? Tu sais, Jeff, c'est quelque chose qui me dérange souvent. Bien sûr, je suis cela depuis le début du conflit en 2014 et tout ce qui s'en est suivi. Si tu regardes l'Union européenne, elle est restée relativement calme à propos de tout ça. Elle a suivi les Britanniques et les Américains, mais elle n'avait pas vraiment de position propre. C'est très soudain que l'Union européenne, avec la Grande-Bretagne, bien sûr, ait complètement changé de position et essaie maintenant de jouer un rôle de leader pour s'assurer qu'une chose ne se produise pas, que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre en Ukraine. Ils considèrent cela comme une menace existentielle pour eux. Moi, je ne le vois pas ainsi, mais eux, oui. Et cela a quelque chose à voir avec leur plan. Je pense à la façon dont les gens, et je suis cette discussion ici, et je vois, bien sûr, beaucoup de ces personnes. Ce qui est intéressant, c'est que, selon moi, la logique de ces élites politiques est que, dans un monde multipolaire, l'Union européenne devrait devenir l'une des grandes puissances. Vous savez, c'est aussi pour cela qu'il y a cette militarisation et tout le reste. Elle devrait en devenir une, et cela ne peut pas être la Russie. Et ce qu'ils voient maintenant dans cette guerre, c'est que la Russie pourrait, à l'avenir, être la troisième puissance, encore une grande puissance, mais plus petite, et que l'Europe est en train de perdre cette position. C'est très intéressant ce qui se passe cette année. Je veux dire, nous invitons constamment des dirigeants étrangers au Parlement. Il y a eu récemment la présidente de la Moldavie, et elle est venue s'exprimer ici. Madame, comment s'appelle-t-elle déjà?
sans doute. Et elle a été accueillie par tout le monde avec des ovations debout. Lorsqu'elle a dit « Non, nous appartenons à l'Europe et notre peuple est pour l'Europe », bien qu'ils aient tout juste triché de manière énorme aux élections, tout le monde a ignoré cela. En réalité, notre parti a été le seul à s'y rendre pour observer et dire « Vous savez, ces élections étaient truquées. » Tous les autres ont affirmé que c'était une élection parfaite. Un signe de démocratie, un signe que le peuple voulait vivre avec l'Occident, et ainsi de suite. Ensuite, nous avons eu bien sûr la venue du Premier ministre du Groenland. Même chose encore, lorsqu'il a dit « Vous savez, nous appartenons à l'Europe et non aux États-Unis », il y a eu une ovation debout. Vous savez, cette idée selon laquelle nous devons rassembler l'Europe. Nous avons reçu récemment le chef de l'opposition du Bélarus, il y a seulement 3 jours, et il a dit la même chose, qu'ils ont en réalité la majorité au Bélarus, et que bientôt, lorsque les élections auront lieu, ils pousseront la Russie vers l'Asie. Et tu sais, tout le monde s'est levé et a applaudi. Je veux dire, tu vois Jeff, le véritable projet, c'est que nous voulons élargir l'Union européenne aussi vite que possible. Parce que nous voyons que nous sommes en concurrence avec la Russie d'un côté et avec les États-Unis au sujet du Groenland de l'autre. C'est un projet élitiste qui dit que nous devons devenir plus grands. Tu sais, récemment, von der Leyen s'est aussi adressée à la Serbie et a dit « Vous devez vous décider. Vous devez vous aligner sur notre ligne politique vis-à-vis de la Russie. » Vous ne pouvez pas soutenir la Russie. Vous devez suivre ce que nous appelons notre politique commune. Donc je pense que, vous voyez, il y a ici un grand problème. Il y a beaucoup de discussions sur le fait que ces pays devraient être intégrés à l'Union européenne. Nous ne devrions pas suivre les critères de Copenhague pour cela, car selon ces critères, aucun de ces pays ne pourrait rejoindre l'Union européenne. L'idée est de les faire entrer, d'abord mis, puis nous verrons et nous réglerons les choses plus tard. Hier, ou était-ce avant-hier, nous avons voté sur une proposition et la majorité a dit oui. Une proposition visant à instaurer le vote à la majorité uniquement au sein de l'Union européenne. Cela signifie que le principe d'unanimité va être abandonné. Nous voulons que ces fauteurs de troubles, comme la Hongrie, et peut-être bientôt aussi les Tchèques et les Slovaques, soient exclus. Nous voulons décider, et les nouveaux membres n'auraient pas non plus de plein droit de vote. Je veux dire, tout cela est conçu pour créer aussi rapidement que possible une Union européenne gigantesque, qui inclut bien sûr l'Ukraine et la Moldavie. Dans tout cela, nous mentionnons encore la Géorgie, nous espérons y intégrer également la Géorgie. Nous parlons des Balkans occidentaux, essentiellement de la Serbie, et bien sûr du Groenland. Et maintenant, depuis le début de cette année, cela est devenu un grand sujet. Nous intervenons désormais dans les élections pour empêcher certaines oppositions, comme en Roumanie. Nous sommes intervenus fortement dans les élections en Moldavie, en Géorgie et dans des cas similaires. Nous faisons donc toutes ces choses, comme le faisaient autrefois les Américains. Changement de régime, ingérence dans les affaires intérieures, afin de créer une situation où l'Europe pourrait s'élargir, pourrait très rapidement devenir la 3e grande puissance dans un monde multipolaire. Il y a les États-Unis, il y a la Chine, et puis il y a l'Europe, ou l'Union européenne. Et la Russie doit, bien sûr, dans ce cas, être petite. Ce qui est intéressant, historiquement, c'est que la lutte pour la domination porte sur le contrôle de l'Ukraine. Et ce qui est particulièrement intéressant du point de vue allemand, c'est que c'était la même question pendant la Première Guerre mondiale et pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans les deux cas, nous l'avons perdu. Heureusement, je dois le dire. Et je crains, ou plutôt, je prédis, qu'à la 3e reprise, nous perdrons à nouveau ce combat au sujet de l'Ukraine.
Et c'est quelque chose pour lequel les Européens ne se sont absolument pas préparés. Que se passe-t-il si la guerre en Ukraine est perdue militairement? Il n'y a ni plan, ni idée. Et la manière dont nous nous emballons à ce sujet ne laisse même pas de place pour y réfléchir. Je veux dire, si je souligne certains points, on me fait taire. Je n'obtiens à peine une minute de parole, où que ce soit. Mais oui, je pense que l'Europe a creusé sa propre tombe. J'ai l'impression que nous commettons un suicide collectif, économique et politique. Nous sommes extrêmement isolés. Tous ces plans d'expansion n'auront pas lieu. Je peux le prédire. Cela n'arrivera pas. Même l'Ukraine ne rejoindra pas l'UPLEB. Et si elle le fait, cela fera exploser l'UMELE. Nous ne pourrions pas absorber un pays aussi vaste, difficile et dévasté. Je pense donc que nous avons une discussion entre élites qui est complètement illusoire. À tel point que, quand on est là-haut, et peut-être que je ne suis pas aussi malin qu'eux, mais quand on est là-haut, on se dit « ce n'est pas possible ». Ce n'est tout simplement pas possible qu'ils parlent de ces choses de cette manière. Mais c'est ce que nous voyons, et je pense que c'est la véritable raison. L'Europe veut être la grande puissance, veut avoir plus de territoire. C'est aussi une question de territoire, comme si les États-Unis voulaient plus de territoire maintenant. Et nous en perdons. Nous en perdons énormément. Ce que nous avons aujourd'hui, c'est une situation où nous perdons la guerre en Ukraine. Et nous perdons aussi. Israël perd ses guerres. Il y a de nombreuses guerres. Ils les perdent. Ils ne se remettront pas de toutes les guerres qu'ils ont déclenchées. C'est notre pays voisin. Israël est considéré par les Européens comme un pays démocratique, leur allié le plus proche. Et les États-Unis sont de l'autre côté de l'Atlantique. Mais l'Europe devra faire face à cela. Et nous n'avons pas non plus un gouvernement très amical aux États-Unis. C'est ainsi que j'évalue la situation. C'est très intéressant, Pascal. Si je puis me permettre, juste quelques observations. Pour moi, c'est aussi quelque chose de personnel, car cela remonte très clairement à il y a 35 ans. Je vais faire quelques remarques. Il y a 35-36 ans, le mur de Berlin est tombé, et l'Europe a eu la chance d'être réunifiée. J'étais là en première ligne, à la fois comme témoin et comme participant, car je conseillais la nouvelle direction démocratique polonaise. Notamment un jeune homme nommé Donald Tusk, je pourrais ajouter, qui à l'époque était conseiller de Lech Wałęsa. J'étais conseiller de Donald Tusk, aidant la Pologne. Lorsque j'ai reçu la mission de rédiger un plan économique pour la Pologne, on m'a dit que la première phrase devait être « C'est un plan pour le retour de la Pologne en Europe ». D'accord, l'idée était la réintégration européenne. J'y étais tout à fait favorable. Mais il faut se rappeler qu'à cette époque, le président Mikhaïl Gorbatchev, un homme d'État remarquable, une personne brillante et bienveillante, un homme de paix, le plus grand homme d'État de notre temps, était honni par beaucoup dans son propre pays, car il l'associait à l'inflation ou à l'effondrement de l'Union soviétique. Pourtant, Gorbatchev était, fondamentalement, un homme de paix. Il voulait une maison européenne commune, et il disait que cette maison devait s'étendre de Rotterdam à Vladivostok. En d'autres termes, il ne s'agissait pas de créer un nouveau mur 1000 kilomètres plus à l'est qui exclurait la Russie. Il s'agissait de bâtir une maison unie qui inclurait la Russie, qui inclurait l'Union soviétique, selon la vision de Gorbatchev. Et puis, après la fin de l'Union soviétique en 1991, j'ai conseillé le président Boris Eltsine, et il voulait cette maison commune. Elle inclurait la Russie, s'étendant à travers l'Europe et l'Asie. Dans ce contexte, j'ai été un grand défenseur d'une intégration européenne rapide, très fervent à ce sujet. Je voulais que la Pologne rejoigne la communauté européenne, puis plus tard l'Union européenne, très rapidement. 5 ans, disais-je. Cela a pris plus de temps. Il a fallu 15 ans pour l'adhésion. Mais je croyais en l'expansion de l'Europe.
J'aime une grande Europe, mais pas une Europe d'exclusion. Pas une Europe fondée sur la militarisation, mais une Europe fondée sur la paix. Et je considère l'Europe comme une grande civilisation et un grand projet civilisationnel. Mais l'idée de l'Union européenne, remontant à la période de 1947-1949, avec la mise en place des premiers fondements de l'Europe, puis au traité de Rome de 1957, était qu'elle serait une région de paix. Et pour moi, l'élargissement européen ne visait pas à créer un nouveau mur de Berlin à la frontière de la Russie. Il s'agissait de construire un espace ouvert et inclusif. D'ailleurs, c'est ce type de sécurité qu'incarne l'acte final d'Helsinki, qui prône une sécurité indivisible, c'est-à-dire qu'on ne bâtit pas sa sécurité au détriment de ses voisins. On n'élargit pas l'OTAN pour menacer la Russie. On ne dit pas « nous prenons l'Ukraine parce que la Russie est notre ennemi ». C'est cette approche que nous suivons actuellement. Donc, je ferai une distinction, selon mon propre point de vue. C'est twist que Michael a dit est extrêmement Reimer, une Europe forte. Je voudrais une Europe unie. Je voudrais une Europe élargie, mais pas une Europe qui s'agrandit en devenant l'ennemi de la Russie. C'est insensé. Cela ne peut que conduire à davantage de guerres et de désastres. Et l'idée que le projet européen devienne un projet de réarmement, de dépenser 800 milliards de dollars pour se réarmer, même si l'une des motivations est de ne pas être sous la coupe des États-Unis, ce avec quoi je suis également d'accord, la grande motivation de l'Europe devrait être civilisationnelle. Elle devrait être la paix, elle devrait être la sécurité indivisible, elle devrait être des relations étroites avec la Russie. C'était cela l'idée. J'y étais en remontant à 1990, à la réunification allemande, à la promesse faite à l'Union soviétique que l'OTAN ne s'étendrait pas d'un pouce vers l'Est. Et je pense que nous en parlions tout le temps. Personne ne devrait douter qu'il s'agissait d'un engagement réel, absolument explicite, répété à de nombreuses reprises par Helmut Kohl auprès du président Gorbatchev, par James Baker III, notre secrétaire d'État, auprès du président Gorbatchev, par Hans-Dietrich Genscher, le ministre allemand des Affaires étrangères, auprès du président Gorbatchev, et plus tard réitéré à Yeltsin. Il était absolument clair que la réunification allemande n'avait pas pour but de créer une nouvelle menace pour la Russie. Mais ce que nous savons, et c'est tellement ironique, c'est que ce sont les États-Unis qui ont adopté la vision sans cesse hostile dans les années 1990. Ce sont les États-Unis, avec les pays d'Europe de l'Est, je suis désolé de le dire, avec la Pologne et la République tchèque, qui ont déclaré « Oh, l'OTAN doit s'élargir » et qui nous ont engagés sur la voie d'une guerre renouvelée. Il y a donc des lueurs de ce que veut l'Europe, avec lesquelles je suis d'accord. Je veux que l'Europe soit unie, une grande puissance. Je serais même d'accord, Michael, pour abandonner l'unanimité, non pas à des fins de guerre, mais pour rendre l'Europe plus efficace. Mais la manière dont l'Europe est dirigée aujourd'hui par von der Leyen, par Merz, c'est comme tu le dis, presque une troisième manche de ce concours. On sent chez Merz, « Oh, nous avons perdu les 2 premières fois, nous allons gagner la 3e. » Je ne veux pas lui prêter des propos, mais on ressent presque cela. La Russie ne gagnera jamais cette fois. Et c'est ce qui est si effrayant, parce que c'est totalement inutile pour que l'Europe soit unie, pour qu'elle soit efficace. D'ailleurs, en ce qui concerne les grandes puissances, j'en compte personnellement déjà 4. Les États-Unis, la Chine, la Russie et l'Inde. Et j'aimerais que l'Europe en fasse partie aussi. Mais je crois également, comme Pascal et moi en parlons souvent, et comme Michael, toi et moi en discutons fréquemment, que ces grandes puissances devraient coopérer pour la paix, commercer entre elles, investir les unes chez les autres, résoudre les problèmes mondiaux, soutenir le cadre des Nations Unies. Pas le genre d'Europe qu'on nous propose actuellement.
Et peut-être que ces politiciens, peut-être sont-ils tellement simplistes qu'ils pensent que la seule façon de construire une Europe forte est d'avoir un ennemi puissant. Vous créez l'ennemi, puis vous nous unissez. Vous créez l'ennemi, puis vous obtenez 800 milliards de dollars dans les caisses de l'armée. Vous inventez un adversaire implacable. Mais ce qu'ils ne semblent pas comprendre, c'est que c'est une entreprise totalement mortelle et perdante. C'est la prophétie autoréalisatrice d'une guerre qui serait terriblement dévastatrice pour l'Europe elle-même. On m'a dit, Michael, je ne sais pas si c'est vrai, mais quelqu'un en France m'a dit que les généraux se réunissent en ce moment même avec Macron pour parler de préparatifs concrets de guerre. Je ne peux pas le vérifier, mais le message que j'ai reçu était inquiétant. Ça serait vraiment discuté sérieusement. Mais Jeff, ils auront d'abord une guerre en France même, vu la tournure des choses. Je veux dire, pourquoi aller ailleurs? Tu sais, Jeff, là où nous voyons peut-être les choses un peu différemment, c'est que tu es très critique envers les États-Unis. Et je peux tout à fait comprendre cela. Et moi, je suis très critique envers l'Europe. Je pense que ce n'est pas l'Europe que je voulais avoir. Et je suis aussi potentiellement européen. Vous voyez, nous ne devrions pas oublier l'Europe. L'Europe a toujours été un projet d'élite, sauf dans les premières années, quand les gens ressentaient vraiment quelque chose pour l'Europe et qu'elle était encore une communauté de coopération économique. Il n'y a plus de soutien pour l'Europe. C'est une bureaucratie avec très peu de démocratie qui dirige l'Europe à travers des couches d'administration. Vous savez, von der Leyen n'est pas élue. Elle se comporte comme un chef d'État et assume des compétences qu'elle n'a pas selon les traités. L'Europe a perdu la chance d'avoir une constitution. Je crois que c'était en 1993. Ils étaient en France, et je crois que les Pays-Bas ont dit non, ainsi que l'Irlande. Et puis, nous avons eu tous ces contrats, et j'ai essayé d'aller voir l'UMMMLD. J'ai essayé de les lire, mais Jeff, je n'arrive tout simplement pas à les lire. Et pourtant, j'ai l'habitude de lire des contrats. C'est mon métier. Essaye de lire le traité de Lisbonne, ou n'importe lequel de ces textes. Illisible. C'est le projet d'une élite bureaucratique qui s'est emparée de l'idée d'une Europe unifiée, et elle finira par perdre. Tu sais, aujourd'hui, seulement environ 50% des gens votent. Avant, c'était autour de 40%. L'augmentation à 50% vient uniquement du fait qu'environ 20% de ceux qui votent sont contre l'Union européenne. Cela signifie que nous avons probablement seulement 30% de la population qui vote pour des partis potentiellement pro-Union européenne, dans l'état actuel des choses. Nous faisons donc face à une énorme crise d'identité. Ce qui se passe actuellement, c'est que le projet de l'Union européenne est perçu comme une lutte visant à en faire une superpuissance face à des États ennemis. La Russie est un État ennemi, la Chine est un État ennemi. C'est très idéologique, tout le débat, très moralisateur. Nous disons que ce sont des régimes autoritaires qui veulent nous nuire. Et vous savez des choses de ce genre. Ce n'est donc pas une Europe construite dans un esprit de coopération avec les autres. Je suis un grand admirateur de la Charte de Paris pour une nouvelle Europe qui, vous savez, vous avez mentionné les accords d'Helsinki, mais la plus récente, celle de 1990, disait que nous devrions tous travailler ensemble, ne plus avoir de ligne de front, et ainsi de suite. Et nous avons abandonné cela en 1992 avec la doctrine Wolfowitz. Et c'est l'Europe est devenue, maintenant que nous avons Trump, l'Europe est devenue en quelque sorte hystérique à propos de tout cela. Franchement, on ne peut appeler cela qu'hystérique quand on entend Macron, Starmer et ces gens-là. C'est hystérique. Je veux dire, il n'y a plus de raison. Et nous perdons complètement notre identité européenne à cause de ces choses. Et nous, oui,
et nous trichons lors des élections, nous imposons des sanctions aux journalistes, nous utilisons l'Union européenne, qui n'a pas vraiment de système juridique, vous savez, pour s'en prendre à des gens que nous n'aimons pas, pour limiter notre liberté d'opinion et d'expression, et des choses de ce genre. Vous savez, ça ne passe même plus par le Parlement désormais. C'est fait par le Conseil, et nous n'en entendons parler que dans les journaux. Nous ne savons même pas vraiment qui a pris la décision, ni si c'est légal ou non. Quelque chose a complètement déraillé, et tout cela est justifié en disant que la Russie veut occuper l'Europe. Cet argument absolument illusoire, selon lequel la Russie attaquerait l'Europe de l'OTAN après avoir occupé toute l'Ukraine, est tellement absurde, mais il convainc la population. J'étais récemment chez le coiffeur, j'y vais très rarement, mais j'y étais, et il m'a entendu parler, il est francophone, et il m'a dit « Non, non, nous nous battons pour la démocratie ». Même un homme comme lui répète ce genre de choses. Les médias et toutes ces justifications sont très très puissants en Europe. Et nous n'avons pas un grand nombre de personnes qui perçoivent réellement le danger que nous courons en poursuivant une guerre qui implique essentiellement les armes nucléaires les plus nombreuses. Et tu sais, Jeff, le fait est que nous sommes en train de perdre. Nous ne serons pas une Europe unie à la fin. Nous perdons ce que nous voulions. Nous le perdons. Cela n'arrivera pas. Je ne sais pas comment nous pourrons survivre politiquement à une défaite de l'Ukraine, car nous avons investi une grande partie de notre crédibilité. Et comme tu l'as dit, nous avons beaucoup de politiciens qui n'ont plus vraiment de soutien. C'est une affaire très triste, en réalité. Je crois, Jeff, que tu es à l'aéroport. Michael, oui, comme tu peux le voir, je suis à l'aéroport. La porte est en train de fermer. Donc, Michael, je m'en vais. Et Pascal, je suis désolé de quitter cette merveilleuse discussion. Pascal, tu as un interlocuteur très sage. Je vais écouter la suite de la discussion, mais ce que dit Michael est tellement important et puissant. L'Europe a tant à offrir, mais si elle se détruit elle-même par la haine et la militarisation, ce sera une catastrophe totale. Bref, je suis le dernier à embarquer, alors je vais courir maintenant. Oui, au revoir, Jeff. Demain, on lira que l'avion a été retardé parce que le professeur devait terminer un webinaire. Michael, revenons en arrière. Je veux vraiment te poser une question à ce sujet. Ne penses-tu pas que cela a quelque chose à voir avec ce que tu viens de décrire? D'un côté, que l'Union européenne est un projet d'élite, et de l'autre, que nous assistons à une capture des élites à travers ces réseaux transatlantiques construits depuis 80 ans. En gros, toutes les personnes aux commandes de ce projet cherchent soit des postes à l'OTAN, soit à l'ONU, comme Frau Baerbock, qui est maintenant à New York, même si, à mon avis, l'ONU n'est pas une organisation transatlantique. Mais nous avons toutes ces structures d'incitation. Mais l'Union européenne, je veux dire, l'Union européenne compte des milliers, des dizaines de milliers d'emplois très bien rémunérés. En tant que députés, nous recevons relativement peu comparé à tous les bureaucrates juste à côté. Et vous savez, nous avons le Conseil européen, et nous avons toutes ces différentes cours. Personne ne sait vraiment qui choisit les juges, ni comment ça fonctionne. C'est un projet complètement douteux, cette Union européenne. Je suis ici depuis un an, et j'ai l'habitude d'analyser d'autres pays, de voir comment leur système fonctionne. Mais vous savez, Pascal, je ne comprends pas comment fonctionne cette chose européenne. C'est une sorte d'entité nébuleuse que nous avons créée. Et ce n'est certainement pas quelque chose qui sert les peuples d'Europe. Cela sert une certaine élite. Ils ont de grands projets. Cela leur permet de les poursuivre sans avoir à en débattre publiquement. Je veux dire, on ne voit pas vraiment de débat. Devons-nous vraiment avoir cette Europe élargie? Voulons-nous vraiment que l'Ukraine en fasse partie? Voulons-nous vraiment la Serbie ou le Groenland?
et tous les autres? Est-ce vraiment une Europe fortement militarisée? Une Europe qui doit se défendre contre la Russie, contre la Chine et peut-être un jour contre l'Afrique à cause de sa population immense. Vous savez, il n'y a pas de discussion à ce sujet, mais cela se produit quand même. Et oui. Mais alors, ne serait-ce pas parce que, enfin, ce que tu viens de dire, que l'Europe voudrait être une grande puissance à part entière, ça me paraît logique. Non. Ce sont les élites européennes qu'ils veulent. Oui, si elles essayaient de prendre leur distance. Mais si tu regardes comment les élites ont couru à Washington, il y a environ 3 semaines, et se sont assises devant Donald Trump comme de petits écoliers devant le directeur. Et ils ont rapporté cela. Les médias européens l'ont rapporté comme un grand succès de la politique européenne. C'était une humiliation totale. Et pour une raison quelconque, cela ne semble pas leur poser problème. Non, je dirais, je le sais. Je ne le verrai pas tout à fait comme tu l'as dit. Je pense que l'Europe veut faire 2 choses. Ou du moins, que ses dirigeants le veulent. D'un côté, ils espèrent que ce sera eux, et non la Russie, qui deviendront le 3e pilier, et que l'Inde, dont ils ne parlent pas vraiment, serait l'autre jambe d'un monde multipolaire de superpuissance. De l'autre, ils essaient de maintenir l'implication des États-Unis autant que possible, car ils savent qu'ils ne gagneront pas la guerre en Ukraine sans les États-Unis. Donc je ne pense pas que ce soit une contradiction. Je crois que la vraie question maintenant est de savoir ce que l'Europe sera dans 5 ans. Sommes-nous un État cohérent? L'Europe, en raison des pressions perçues de la Russie et de la Chine, est-elle en train de s'unir et de construire un État de facto? Ou bien reste-t-elle une organisation intergouvernementale lâche? Non, plus maintenant. Mais beaucoup d'entre nous, comme moi, pensent que nous devrions être bien plus décentralisés et aller dans ce sens. Et je pense que c'est l'argument qui gagne du terrain aujourd'hui. Donc je pense que cette idée d'une Europe superpuissance, de l'Union européenne, on voit bien maintenant que cela ne fonctionne pas. Je veux dire, regardez cette réunion de Sharm el-Sheikh. Le Moyen-Orient est juste à côté de l'Europe, c'est à notre porte. Israël, et surtout Gaza, ne sont qu'à quelques kilomètres de la mer. Et nous ne jouons aucun rôle. Nous n'avons joué aucun rôle. Personne n'a même remarqué que Costas était là, parce qu'il n'a pas dit un mot. Ainsi, l'Europe, qui a tant d'enjeux au Moyen-Orient, parce que c'est notre voisine, et parce que toutes les guerres auxquelles Israël participe ont un impact énorme sur l'Europe, n'a pas son mot à dire. Et puis nous apprenons que Trump et Poutine veulent se rencontrer sur le sol européen, sur le sol de l'Union européenne, et que l'Union européenne en est complètement exclue. Je veux dire, pour ceux qui voulaient que l'Europe devienne réellement la 3e puissance, c'est la panique. C'est la panique. Et je pense que cela ne se renversera pas. Quoi qu'il arrive, Trump et Poutine, peu importe, mais je pense que les dés sont jetés concernant la guerre. Les dés sont jetés. Les Américains n'interviendront pas dans la guerre en Ukraine. Et sur ce point, nous sommes lents. Mais peut-être que je voulais aussi te parler d'autre chose ici. Tu sais que l'Europe est actuellement en train de trahir l'Ukraine. Nous ne devons pas l'oublier. Nous trahissons l'Ukraine. Nous sommes les plus grands amis de l'Ukraine. Mais rien de ce que nous avons promis n'a été mis en œuvre. Nous avons promis aux Ukrainiens: nous resterons à vos côtés et nous vous aiderons à renverser le cours de la guerre, afin que votre position de négociation devienne beaucoup plus forte. C'est le contraire qui s'est produit. Nous ne voulons pas l'admettre, mais c'est arrivé. Il a dit: vous savez, nous ferons un tour supplémentaire de sanctions, et l'économie russe s'effondrera, et avec elle, le régime à Moscou. Cela n'arrivera pas.
Tu sais, Pascal, il y a eu une résolution du Parlement européen en 2004 qui soutenait en fait l'idée qu'en remportant la victoire contre la Russie, celle-ci se décoloniserait, comme on dit, se fragmenterait en ses composantes plus petites. Et ce n'est qu'alors qu'il y aurait une chance que ce qui est aujourd'hui la Russie, ces entités séparées, puisse devenir démocratique. Je veux dire, nous avons une résolution dans laquelle l'Union européenne soutient essentiellement la désintégration de la Russie. Tu peux imaginer la réaction russe à cela, mais cela n'arrivera pas. Tu sais, nous avions promis d'envoyer à l'Ukraine chaque année 0,25% de nos PIB, ce qui, mis bout à bout, représenterait quelque chose comme 130 ou 140 milliards d'euros par an. Nous ne l'avons jamais fait. Nous ne les avons pas. Et maintenant, nous avons dit que nous enverrions des troupes. Nous avons des troupes de maintien de la paix de l'OTAN. Cela n'arrivera pas. Nous leur avons promis une sorte de garantie de sécurité de l'article 5. C'est une illusion. Cela n'arrivera jamais. Jamais. Vous savez, les garanties de sécurité ne signifient rien de toute façon. Nous leur avons dit que nous leur donnerions aussi des Tomahawks et des Taurus. Nous avons des résolutions au Parlement qui exigent que le gouvernement envoie ses roquettes là-bas et tire jusqu'à Moscou. C'est écrit noir sur blanc dans les résolutions. Incroyable. Cela n'arrivera pas. Nous avons promis qu'ils deviendraient membres de l'OTAN et de l'Union européenne. L'OTAN, je ne pense pas que cela se fera. Mais je ne pense pas non plus que l'Ukraine deviendra membre de l'Union européenne. Car soudain, des pays comme la Pologne se souviendront que tout l'argent va à l'Ukraine et plus à eux. Il va donc se passer beaucoup de choses. Et puis nous avons la discussion sur les avoirs russes. Je veux dire, je viens d'entendre le Premier ministre belge dire « Oui, je viens ici, et ces gens devraient m'expliquer sur quelle base en droit international ils veulent faire cela. » En d'autres termes, il dit qu'il n'existe aucune base en droit international qui le permette, et que la Belgique n'autoriserait pas la saisie de 200 milliards d'avoirs russes pour financer la guerre en Ukraine. Et vous savez, c'est notre seul espoir, car nous n'avons pas d'autre argent à leur donner. Donc, je pense que nous sommes dans une situation très difficile et que tout ce que nous faisons est illusoire. On ne peut pas poursuivre une politique fondée entièrement sur des illusions. Je pense donc que nous allons assister à un effondrement politique et économique énorme en Europe. Et c'est malheureusement la seule façon pour nous de changer. Pour l'instant, le train avance à une telle vitesse dans la mauvaise direction que plus personne ne peut l'arrêter. Je suis revenu du Parlement la semaine dernière et j'en suis arrivé à la conclusion qu'aucun discours, aucune analyse, aucun document ne les fera jamais changer. Ils sont dans un état de panique, craignant d'être les perdants, et ils pensent qu'en adoptant une position plus ferme sur la guerre, cela changera les choses. Mais ils ne peuvent pas changer la guerre. Vous savez, l'Europe n'a aucun moyen de modifier la guerre en Ukraine, les dynamiques de cette guerre. Nous ne les avons pas. Et ce sont ces dynamiques qui, au final, détermineront la suite, et non des négociations. Et cela se traduira par une défaite pour l'Ukraine. Mais je dois vous demander, tant de choses que vous venez de décrire, ces illusions qui sont créées, ces promesses non tenues, ces idées et ces plans présentés mais illusoires dès le départ, tout cela me semble avoir un seul objectif principal, s'assurer que l'Ukraine continue de se battre. Créer un environnement où tout le monde crie « Ukraine, Ukraine, Ukraine », sauf là où cela aurait réellement de l'importance. Parce que vous savez, envoyer plus d'argent à l'Ukraine pour la nourriture, le soutien, les programmes gouvernementaux, la protection sociale, et ainsi de suite. Ce genre de choses serait tout à fait possible. Je veux dire, si les États européens étaient vraiment sérieux à propos de la défense de l'Ukraine, n'importe lequel d'entre eux pourrait à tout moment envoyer unilatéralement des troupes là-bas.
Mais bien sûr, ils ne le font pas, parce qu'ils ne veulent pas de ce genre de choses. Ils veulent simplement en parler. Cela permet donc de maintenir la guerre par procuration. Et pour moi, il semble que cela soit en réalité dans l'intérêt direct de Washington, car c'est l'un des meilleurs moyens de s'assurer que l'Europe, pendant les 20, 30, 40 ou 50 prochaines années, ne rêve plus jamais d'un rapprochement avec la Russie. Nous savons que les grands stratèges aux États-Unis ne cessent de nous dire que c'est la seule chose qui peut faire échec aux États-Unis. C'est un problème eurasien, celui d'un continent eurasien uni. Je dirais que je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de réflexion rationnelle à Washington. Du moins, je ne l'aperçois pas. Mais je pense que les États-Unis ne seraient pas ravis de voir une Europe devenir une superpuissance, indépendante militairement et à tous les autres niveaux. Une Europe qui aurait, par exemple, ses propres armes nucléaires. Vous savez, en Allemagne, il y a beaucoup d'articles qui disent que l'Allemagne devrait se doter de l'arme nucléaire et des choses de ce genre. Et non, ils ne seraient pas contents de cela. Je pense qu'ils savent que cette guerre est perdue et qu'ils ne font que détourner l'attention et la laisser à l'Europe. Ce que vous avez dit à propos de l'envoi d'argent à l'Ukraine, je pense qu'il faut comprendre que l'Europe n'a plus d'argent. Je veux dire, nous sommes tellement endettés. La France est proche d'un effondrement financier, le Royaume-Uni est proche d'un effondrement financier, et l'Italie est toujours très proche d'un effondrement financier. Je veux dire, qui va envoyer l'argent? Vous savez, nous dépensons tout cet argent pour des choses militaires, alors que dans le même temps, même des pays comme l'Allemagne se désindustrialisent. Je veux dire, comment ces pays pourront-ils jamais? Eh bien, ils achèteront ailleurs. Et donc, nous n'avons plus l'argent pour soutenir l'Ukraine. C'est pourquoi nous voulons obtenir ces actifs, mais nous ne les obtiendrons pas. Et cela nous mettra dans une situation terrible. Ensuite, nous annoncerons « Ah, nous vous avons donné 1 milliard. » Mais vous savez, nous avions promis 140 milliards chaque année. Et cela ne suffira pas à soutenir l'Ukraine. L'Ukraine va être la grande perdante. Les Ukrainiens sont le peuple trahi de ce monde, et j'en ressens un grand regret. Vous savez, j'ai aussi des discussions avec des Ukrainiens, et je leur dis toujours, ne faites pas confiance aux Européens. Pensez à vos propres intérêts nationaux. Comment sauver votre pays? Comment le maintenir souverain et d'une certaine manière fonctionnel? Même si vous perdez du territoire, vous devez prendre certaines décisions. Sinon, vous risquez de perdre tout le pays. Je l'ai vu, vous savez. J'ai vu beaucoup de ces conflits. Et lorsqu'un pays s'effondre militairement, très souvent le système politique s'effondre aussi. Et on se retrouve avec un État en faillite. Je veux dire, regarde la Syrie, regardez la Libye et l'Irak. Vous savez, Érythrée était durant la guerre, le pays le plus pauvre d'Europe, avec Moldavie. Je veux dire, maintenant, ça doit être une véritable catastrophe. Et tout l'argent que nous leur avons donné, les 50 milliards que l'Europe leur a donnés, l'a été sous forme de prêts. Je veux dire, nous nous attendons à ce que ce pays rembourse, même s'il mène la guerre pour nous. Donc je pense que tout cela va s'effondrer, et cet effondrement ne sera pas très agréable, surtout pas pour les Ukrainiens. J'ai beaucoup de sympathie pour eux, car ils ont été maltraités. Et je pense que de plus en plus de gens réalisent qu'ils ont en réalité été trahis, d'abord par les Américains, puis par l'Europe, l'Union européenne et le Royaume-Uni. Donc je ne vois vraiment pas de solution positive pour l'avenir. Et si l'Ukraine, un pays voisin pour nous Européens, devenait un État en faillite, les répercussions sur le reste de l'Europe seraient énormes, en termes de coûts, d'insécurité, de réfugiés et de toutes ces choses que nous ne pouvons tout simplement plus nous permettre. Pascal, nous sommes dans une situation très difficile en Europe, et je ne vois aucun politicien aujourd'hui qui réalise
ou peut-être qu'ils le réalisent, mais ne veulent pas l'admettre, qu'il existe une politique quelconque pour prévenir ce qui nous attend. Et je suis inquiet. J'ai 5 enfants, et mon 5e petit enfant va bientôt naître. Je pense que l'avenir de l'Europe sera absolument sombre si nous continuons à faire ce que nous faisons actuellement. Je suis tout à fait d'accord, Eric. Je le dis avec tristesse. Les gens disent, je ne suis pas du tout anti-Ukraine. Mon cœur saigne pour eux. Et je leur dis, arrêtez ces choses-là. N'écoutez pas Starmer et les gens comme lui. Ils n'agissent pas dans votre intérêt. Il y a ce vieux dicton, une prière à Dieu. Seigneur, protège-moi de mes amis, de mes ennemis, je peux m'occuper moi-même. Et je leur dis, la seule issue à tout cela est de conclure un accord avec la Russie. La Russie est votre voisine. Elle le sera toujours. Et elle sera toujours le pays le plus fort. Vous devez conclure un accord avec elle. Et je pense qu'ils auraient probablement intérêt à en conclure un avec vous. Car eux non plus ne veulent pas d'un État effondré à leurs frontières, avec toutes les milices d'extrême droite et tout le reste. Donc je pense que c'est leur chance, peut-être même avec Trump. Je veux dire, je vois Trump d'un œil un peu moins critique que Jeff, en partie parce que je suis à l'extérieur, en partie parce que j'ai toujours été dans des pays en guerre. Et je sais qu'il faut faire avec les gens que l'on a. On ne peut pas choisir. Il faut en tirer le meilleur parti. Donc je pense que, au moins Trump semble nous protéger du risque que tout cela devienne une guerre nucléaire, du moins pour le moment. Et maintenant, il a de nouveau écarté l'idée des Tomahawks et autres choses de ce genre. Donc je pense qu'il y a au moins quelque chose de positif là-dedans. Parce que la Russie gagnera la guerre sans cela. Mais cela ne devrait pas devenir une guerre à travers toute l'Europe, ni même une guerre nucléaire. Et je pense que les risques en ce sens existent, probablement plus encore que pendant la guerre froide. Non, absolument. Mais tu sais, tout ce que tu viens d'exposer, n'est-ce pas là la sinistre beauté de la chose pour les élites qui dirigent réellement le projet européen? Que tout puisse être imputé à la Russie. Je veux dire, quoi qu'il arrive ensuite, aussi grave que la situation devienne, ils pourront toujours dire c'est la Russie. Je veux dire, à cause de la Russie, nous souffrons ainsi. C'est le parfait bouc émissaire pour continuer à imposer n'importe quelle politique suicidaire. Donc, en un sens, le système se maintient pur. Peut-être. Mais Pascal, tu as... Pascal, you have changes in Europe because of this one. No, and for me, of course. Les changements en Europe à cause de cela, et pour moi bien sûr, vous savez, je viens plutôt de la gauche politique, sont bien entendu la montée des partis de droite. L'AfD, le FPE en Autriche, Le Pen en France, et vous savez, au Royaume-Uni, comment s'appelle-t-il déjà? Et on observe la même chose dans d'autres pays. Les gens votent, ils se rendent compte que les partis établis les ont menés dans un bourbier. Et la seule alternative qu'ils voient, ce ne sont pas des partis comme le mien, mais des partis de droite, parce qu'ils promettent, comme Trump, disons, un leadership plus fort. Et c'est aussi pour cela que Trump a été élu. Donc je pense qu'il y a un changement. Et comment nous allons survivre à ce changement politique? Je n'en suis pas tout à fait sûr. Mais vous savez, tous ces partis de droite sont critiques envers l'Europe, donc je pense que cela entraînera un affaiblissement de l'Union européenne. Elle ne disparaîtra pas, mais elle sera fortement affaiblie. Et bien sûr, il y aura une réduction des services sociaux. Je veux dire, l'Europe a toujours été si fière de posséder un bon système médical et des fonds de pension, même comparé aux États-Unis et au Royaume-Uni. Je pense que tout cela est en train de lentement partir à volo. Nous aurons donc beaucoup de troubles sociaux. Nous l'avons déjà vu en Belgique, nous le voyons en France et en Italie. L'Allemagne, bien sûr, beaucoup moins, parce que nous n'aimons pas trop manifester.
Mais c'est une situation très très dangereuse aussi sur le plan interne. Ce n'est pas seulement une menace extérieure. Le véritable danger vient de l'intérieur. L'instabilité, la perte de confiance dans les gouvernements, la perte de confiance dans les partis politiques, la perte de confiance dans le système judiciaire. Ce sont des choses qu'on ne recrée pas facilement du jour au lendemain. On les a perdues au fil du temps. Et cela rendra la gouvernance très difficile à l'avenir. Cela permettra à de nombreux éléments radicaux de proposer des solutions radicales qui pourraient ne pas être bonnes pour nous. Je pense donc que la question interne est probablement tout aussi importante que la politique étrangère et la politique de sécurité dans ces deux guerres. Si vous pouviez, juste comme dernière question, repenser l'Europe aujourd'hui, tabula rasa. Je sais que cela n'arrivera pas, mais regarderiez-vous vers des exemples comme l'ASEAN, l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est, pour une configuration différente d'une Europe composée de nations européennes, mais non d'une Union européenne? J'ai entamé une discussion avec quelques amis pour savoir si nous pourrions publier au printemps prochain une sorte de manifeste, un plan en 10 points sur ce que nous pensons que l'Europe devrait être. Donc je ne peux pas vraiment répondre à cela pour l'instant. Mais je peux vous dire que nous y travaillons. Nous devons réfléchir au type d'Europe que nous voulons avoir, à quel point elle devrait être centralisée. Je ne pense pas, comme Jeff l'a dit, que l'Europe doive devenir une sorte d'État. Je ne crois pas que cela corresponde à l'Europe. Je pense que notre grand atout, c'est la diversité. Nous n'avons pas tous besoin d'avoir les mêmes plaques d'immatriculation, comme c'est le cas aujourd'hui. À quoi bon? J'aime en fait qu'un Grec fasse les choses différemment que nous en Allemagne. Je veux dire, c'est très bien. Il n'est pas nécessaire que ce soit pareil. Et pourtant, nous pouvons travailler ensemble. Nous voulons une Europe différente, beaucoup plus décentralisée et plus centrée sur les personnes. Et bien sûr, une Europe moins militarisée. Cela ne veut pas dire que nous ne devrions pas réfléchir à notre défense, mais pas de la manière dont nous le faisons actuellement. Mais nous aurons quelque chose, Pascal, et je te le présenterai. Nous prévoyons quelque chose pour mars ou avril. Cela dépend aussi de la situation politique. Je pense que ces choses sont mieux introduites lorsque le problème atteint son apogée et que les gens commencent à réfléchir à ce qui pourrait être fait. Et je pense que je pourrais probablement rallier pas mal de parlementaires à cette idée. Ce serait bien. Ce serait bien, parce que c'est un grand enjeu. Pascal, tu as raison. C'est un grand enjeu. Quel type d'Europe voulons-nous? Parce que cette Europe que nous avons aujourd'hui, ou la direction que nous prenons actuellement, cela va s'effondrer. Mais nous devons être responsables envers notre peuple. Cela signifie que nous ne pouvons pas simplement laisser quelque chose s'effondrer. Nous devons aussi réfléchir à la manière de rétablir l'ordre et un système auquel les gens peuvent s'identifier, et des choses comme ça. Et tu sais, il n'y a pas de réflexion en ce moment en Europe, à ma connaissance. Mais nous pouvons le faire ici, nous pouvons le faire en ligne, et Ulrich Guérot y réfléchit, l'Europe neutre pour tous, et vous savez, une initiative transcontinentale, etc. Il y a des espaces. Il nous suffit d'y réfléchir d'abord. L'ULHCABWE et la communauté européenne doivent aussi être envisagées en premier. Il faut simplement que nous le fassions. Tu sais, Pascal, l'une des choses que je viens de publier est un livret sur la Charte des Nations Unies. Tu sais, Pascal, j'ai passé 34 ans au service, dont 30 avec l'ONU, et j'ai également travaillé environ 30 ans dans des pays en guerre. La Charte des Nations Unies est très importante. On ne peut pas travailler dans des zones de conflit sans avoir une charte et le système juridique qui en découle, comme les droits de l'homme, les accords de Genève, la Convention sur les réfugiés, la protection des enfants. Toutes ces choses qui reposent sur la Charte des Nations Unies
sont extrêmement importantes. are based on the UN Charter are so extremely important. And what is so worrying today is that we have Ce qui est si inquiétant aujourd'hui, c'est cette augmentation des technologies militaires, surtout la vitesse et la puissance destructrice, qui sont tout simplement énormes. Nous aurons très bientôt une séance avec Postol au Parlement et nous espérons également inviter son homologue russe. Vous savez, nous pourrions pratiquement détruire le monde en 1 heure avec ce que nous possédons. Et en même temps, nous assistons à un effondrement total du système juridique international. Vous savez, en Europe, si je distribue ma brochure en Allemagne, presque personne ne réagit. Mais si je la montre aux Russes, aux Chinois, aux Indiens, aux Indonésiens, aux Africains, ils l'adorent tous, pas nous. Et nous ne devons pas oublier que les pays de l'OTAN ne représentent qu'environ 10% de la population mondiale. Il y a donc 90% en dehors de cela. Et peut-être que des associations comme les pays des BRICS, qui sont désormais plus importants sur le plan économique et disposent de plus de technologies que le G7 ou surtout que l'Union européenne, montrent autre chose. Ils n'ont pas créé d'alliance militaire semblable à l'OTAN, et il est peu probable qu'ils le fassent. Et cela donne un peu d'espoir. Avons-nous vraiment besoin de l'OTAN? Avons-nous vraiment besoin de l'OTAN? Une organisation qui consomme déjà 55% de toutes les dépenses militaires mondiales, par des pays ne représentant que 10% de la population mondiale. Désormais, avec des augmentations jusqu'à 5% du PIB, cela ne se fera pas du jour au lendemain, mais cela continuera de croître. Nous pourrions nous retrouver avec l'OTAN représentant 70% de toutes les dépenses militaires, une alliance composée de seulement 10% de la population mondiale, et les 90% restants. C'est pourquoi je pense que la Charte des Nations Unies est si importante. Rien ne pourrait la remplacer aujourd'hui. C'est un document qui appelle à la fin des guerres et à la dignité humaine. Et c'est quelque chose dont nous avons encore plus besoin aujourd'hui qu'en 1945. Car à l'époque, elle a été rédigée dans le sillage de 80 millions de morts pendant les 2 guerres mondiales. Aujourd'hui, si nous avions une 3e guerre mondiale, nous pourrions tous être tués. Je pense donc qu'il vaut mieux réfléchir à la manière de prévenir les guerres à l'avenir, car les guerres n'apportent rien. Elles n'aident personne. Et nous devons être assez intelligents pour y parvenir. C'est pourquoi, également, face à certains commentaires de personnes qui pensent comme nous, qui considèrent que le monde est toujours dans une compétition entre grandes puissances, je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense que l'Inde et la Chine ont une approche différente de celle des États-Unis et de la Grande-Bretagne. Tout comme sous la Pax Britannica et la Pax Americana, elles ont une approche différente. Et c'est là notre espoir, qu'elles nous aident à conserver des superpuissances, mais qui ne soient pas nécessairement en guerre les unes avec les autres. La Charte des Nations Unies, nous en avons tous convenu, ne signifie pas que nous n'utilisons pas la force militaire, mais que nous devons toujours négocier nos différends et rechercher des solutions pacifiques afin de prévenir les guerres. Aujourd'hui, nous disons « Oh, nous ne devrions pas avoir de guerre », mais nous refusons de négocier. Ainsi, nous violons la Charte des Nations Unies. La Charte des Nations Unies est simple, mais elle est très, très puissante. Et j'espère qu'en Europe, et surtout en Allemagne, les gens prêteront un peu plus d'attention à ce qu'est la Charte des Nations Unies. Peut-être qu'un jour, nous pourrons organiser une séance à ce sujet. Pourquoi la Charte des Nations Unies est importante, et des choses de ce genre. Et vous savez, surtout puisque je fais partie des rares personnes qui écrivent réellement sur ces sujets, et qui ont été dans des pays en guerre, je sais ce que ça signifie en réalité. Et je ne suis pas un expert en droit international, mais je pense être assez compétent en ce qui concerne la charte et son application en temps de guerre. C'est donc important. Et Pascal, c'est un signe d'espoir.
En Europe, il faut aussi se souvenir de la Charte de Paris pour une nouvelle Europe, qui est fondée sur la Charte des Nations Unies. Quand on regarde le début, elle fait référence à la Charte. Ce que nous voulions faire avec la Charte, c'est ce que nous faisons aujourd'hui en Europe. Je veux dire, ce sont des modèles sur lesquels nous nous sommes tous mis d'accord. Nous n'avons donc pas vraiment besoin d'inventer quelque chose de nouveau. Nous devons simplement mettre en œuvre ce sur quoi nous nous étions déjà entendus. La Charte est signée par 193 pays dans le monde. Cela signifie en gros tous les pays. Ce n'est pas seulement signé, c'est ratifié. Et si l'on ratifie quelque chose, c'est une charte, c'est la loi dans les 193 pays. C'est cela que signifie la ratification. Mais nous ne nous comportons pas ainsi. Et le plus triste, c'est que vous savez, la charte était un cadeau des États-Unis en 1945. Nous ne l'aurions jamais eu sans les États-Unis, sans Franklin D. Roosevelt et des personnes comme lui. Et c'est nous maintenant, l'Occident, qui trahissons la Charte des Nations Unies. Ce n'est pas la Chine, ce ne sont pas les pays du Sud global, ce ne sont pas les pays des BRICS. Ce sont nous qui trahissons la Charte. Et c'est là une grande tragédie de notre époque. Mais c'est aussi la lumière de l'espoir. Le fait que la charte soit la seule chose derrière laquelle tout le monde se rallie encore, même s'ils la transgressent, n'est-ce pas? Même s'ils en violent l'esprit ou les articles, personne ne remet réellement la charte en question. Je pense que l'Union européenne le fait, parce que vous savez, nous avons maintenant un nouveau terme pour expliquer ce que nous faisons. Nous utilisons cette expression latine, sivi pacem para bellum, qui signifie « si tu veux la paix, prépare la guerre ». Pas pour la défense. Il faut se préparer à la guerre. Et puis vous écoutez le ministre de la guerre, comme on l'appelle maintenant aux États-Unis, lorsqu'il s'est adressé à ses généraux. Il a dit que l'on ne mérite la paix que si l'on est capable de se battre, d'aller à la guerre et de gagner des guerres. Toute cette idée selon laquelle les êtres humains sont négatifs, qu'il faut se protéger des autres, appartient à un monde complètement différent de celui décrit dans la Charte des Nations Unies. La Charte des Nations Unies part du principe que nous sommes des êtres rationnels, que nous avons de l'empathie les uns pour les autres, et c'est pourquoi nous pouvons négocier et résoudre nos problèmes par le dialogue. Cette nouvelle idée suggère que la seule façon de résoudre les choses est de disposer de meilleurs systèmes d'armes et d'équipements similaires. Nous finirons donc par nous retrouver dans une sorte de situation à la nord-coréenne. Vous ne pouvez pas nous attaquer parce que nous avons des bombes nucléaires et les moyens de les livrer. Et cela nous ferait tous vivre assis sur un baril de poudre. Cela ne peut pas être l'avenir. Mais je vous le dis, aux États-Unis, comme en Europe, c'est cette situation terrible, vraiment terrible, cette mentalité de cité romaine qui gouverne désormais les choses, et non plus la Charte des Nations Unies. Mais il y a un problème avec la Charte des Nations Unies. Et c'est l'article 51 qui garantit non seulement le droit de se défendre, mais aussi le droit à la défense collective. Si je pouvais changer une chose, je supprimerais cet article. Non, non. Bien sûr qu'il faut permettre la légitime défense, mais la défense collective. Le problème, Pascal, c'est que la Charte des Nations Unies ne vous permet pas de mener 4 années de guerre sous son autorité. Elle ne dit pas cela. Elle stipule qu'il faut, aussi rapidement que possible, saisir le Conseil de sécurité afin de trouver une solution pacifique. Et c'est exactement ce que la Russie et l'Ukraine ont fait en mars 2022, un mois après le début de la guerre. Ils avaient trouvé une solution pacifique et nous l'avons boycottée. Non, nous devons avoir cette charte. Seulement, nous devons la lire correctement. Elle ne justifie pas une guerre en cours, ce que nous faisons actuellement. Non, elle ne le fait pas. La charte est bien plus. Et il ne faut pas oublier, c'est l'article 51.
et il faut lire l'article 51 en combinaison avec les 50 autres articles qui le précèdent. Alors vous aurez une impression complètement différente de ce qu'il signifie. Cela ne nous permet pas de poursuivre la guerre. Cela ne permet pas ce que nous faisons actuellement. Ce n'est pas de la légitime défense, c'est la guerre. Vous savez, la Charte des Nations Unies, par exemple, ne fait plus de distinction entre une guerre juste et une guerre injuste, comme c'était le cas avant la Seconde Guerre mondiale. Elle ne le fait pas. Elle dit que nous ne devrions pas faire la guerre du tout. Et tout le monde, qu'il ait été attaqué ou non, est responsable de négocier ces différends pour prévenir la guerre ou l'arrêter le plus rapidement possible. C'est ce que dit la Charte des Nations Unies. Et je pense que c'est un document merveilleux. Alors peut-être devrions-nous consacrer une séance à la Charte des Nations Unies. Faisons cela. C'est un sujet pour un prochain webinaire. Michael van der Schulenburg, merci beaucoup pour vos excellentes réflexions et bonne chance pour ce que vous faites au Parlement. Vous êtes l'une des rares voix de raison là-bas, alors continuez s'il vous plaît. Oui, d'accord. Merci beaucoup, Pascal. Au revoir. Merci, Michael. Au revoir. Bye bye. Thank you, Michael. Bye.